Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi. Allons tout de suite en kiosque pour la revue de presse. On démarre donc par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une. Gestion du Covid-19, le silence étrange du gouvernement. Alors que le député SDF de Vouri-Est a formulé des accusations graves au sujet de la gestion du coronavirus par le ministère de la Santé publique et d'autres administrations, le porte-parole du gouvernement a organisé une conférence de presse au lendemain de ces révélations sans aborder les aspects qui fâchent. Que doit-on comprendre de cette attitude du gouvernement? Le journal pose donc la question. Le journal parle aussi de crise anglophone. David Abouem Achoyi, l'ex-gouverneur, a animé la sous-commission sur la décentralisation lors du grand dialogue. Il fait d'ailleurs le point sur les engagements pris par le gouvernement. Pour lui, sur la crise anglophone, il y a des avancées avec le statut spécial et aussi sur la décentralisation. Un certain nombre de mesures sont en train d'être prises pour transférer véritablement les pouvoirs et les ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Puis, le journal parle aussi de Covid-19 encore avec l'effondrement des masques. Le constat est réel. Bon nombre de Camerounais n'abordent plus cet outil de protection contre Covid-19. On poursuit cette revue de presse avec le journal Mutation qui met en sa une, le quotidien Mutation qui met donc en sa une, décentralisation, esprit es-tu là? C'est le journal qui pose donc la question. Alors que le discours officiel proclame l'accélération des processus, les dissensions et résistances apparaissent au grand jour, laissant penser que le gouvernement n'est pas prêt. Le journal vous invite donc à lire son enquête dans ces colonnes avec notamment la page 8 où le journal parle de cacophonie, avis de brouille entre le ministre des Finances et le ministre du Développement, le ministre de la Décentralisation et du Développement local. Le journal indique ici qu'un décret du président daté du 7 juillet crée un conflit de compétences entre Paul Motazé et Georges Ilanga Obam, le dernier ayant procédé à la veille à la nomination des receveurs municipaux auprès des communes de Yaoundé 6e et Yaoundé 7e. Et justement, le journal parle donc de la décentralisation à reculons avec, avec cette année les 15% qui étaient censés être alloués aux collectivités territoriales décentralisées. Finalement, c'est 1% qui a donc été alloué. Le journal relève ainsi un certain nombre de conflits de compétences. Le journal d'ailleurs donné la parole à un juriste, le docteur Ambroise Luison Essomba, qui indique qu'au Cameroun, les textes s'opposent, se juxtaposent et même se superposent, ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque suive un contentieux, il se pose le problème de savoir quel est le texte applicable. Voilà pour l'avis de cet expert sur la question. C'est d'ailleurs le principal sujet dans les colonnes du quotidien Mutation. On poursuit avec l'œil du Sahel qui met en sa une. Extrême Nord, la coupe illégale du bois s'intensifie. Dans cette région sahélienne, les populations qui ont donc perdu les bonnes habitudes et aujourd'hui sont obligés de couper le bois de chauffe et parfois en revendre pour subvenir aussi à leurs besoins. Le journal Le Messager revient, le quotidien Le Messager revient sur la crise anglophone en mettant à sa une avec qui dialoguer. Le journal indique que 4 ans après la radicalisation des acteurs, le conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'en demeure pas moins politique, social et culturel. Le casse-tête des interlocuteurs du gouvernement, vous lirez en page 4 du quotidien Le Messager. Le journal Émergence, guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, les humanitaires payent un lourd tribut. Ils sont la cible récurrente des combattants. Le témoignage des victimes, c'est évidemment dans les colonnes du journal Émergence. Tribunal criminel spécial, le point sur le procès des cadors du régime. Vous découvrirez cette sorte de bilan en page 5 du journal Émergence. Le quotidien de l'économie met en sa une lutte contre la corruption, des entraves au parcours de la CONAC. Malgré quelques avancées observées dans l'assainissement des finances publiques, plusieurs défis restent encore à relever, souligne le journal. De même que le journal parle de transfert électronique et de partenariat, le port autonome de douane, le GICAM s'accorde pour un cadre permanent de concertation et aussi le journal parle de l'accompagnement de l'Union européenne qui octroie 10 milliards de francs à 13 pays d'Afrique, dont le Cameroun. Le quotidien Cameroun Tribune met en sa une palais de l'unité les adieux de Peter Henry Barlerin qui
ambassadeur des États-Unis, arrivant donc en fin de séjour au Cameroun. Il a été longuement reçu en audience hier par le président de la République au Palais de l'Unité. On se rappelle que Peter-Henri Barlerin a d'ailleurs souvent exprimé de façon claire les prises de position sur des questions qui touchent la vie au Cameroun, à savoir la crise anglophone et même les questions sur la décentralisation. On finit donc cette revue de presse avec le quotidien satirique Le Popoli qui parle de la loi sur les associations. On peut bien voir sur cette caricature, loi sur les associations, Dédé Yango en dribble l'artiste musicien avec sa guitare au dos. Il sort et dit à un certain nombre d'artistes, le ministre n'est pas méchant, à preuve, il m'a reçu sans demander mon passeport. On se rappelle bien que l'artiste musicien avait été écarté des élections à la SOCAM en son temps pour double nationalité, disait-on. Et un groupe d'artistes de s'exclamer, le pays-ci me dépasse. Voilà. Pour ce qui est donc de la revue de presse ce matin. Place à présent avec nos invités. Casimir Désiré Tagne, bonjour. Et évidemment, l'actualité qui vous a marqué durant ces 3 jours, à savoir de lundi à aujourd'hui. Bonjour Jean-Paul, bonjour Idriss, bienvenue aux nombreux téléspectateurs. Nous sommes le mercredi, c'est le mercredi de Casimir et Idriss, mais c'est surtout le mercredi 15 juillet 2020. Vous savez, hier c'était le 14 juillet et je vais par rapport à l'actualité qui m'a marqué, c'est plutôt une anecdote qui est autour de ce 14 juillet, qui est la fête nationale de la France, notre mère patrie, comme on aime bien l'appeler. Oui, nous sommes les meilleurs élèves de la France, mais surtout, je me rappelle de cette histoire que ne cessait de me raconter mon professeur de philosophie par rapport au 14 juillet. Il y avait un papa qui voulait donner absolument la date, le prénom qui correspond à la date du jour à son enfant. Et cet enfant étant né le 14 février, il a regardé le 14 juillet, il a regardé et il a vu, c'était précisé, fête nat. Fête nat, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace pour écrire fête nationale. Il a donné le prénom Gancha Fête nat à son enfant. Je profite donc pour dire bonjour à tous les Français qui sont autour de nous. Gancha Fête nat. En tout cas, c'est un nouveau prénom. Idriss, bonjour, bienvenue à la revue des grandes de l'actualité qui vous a marqué durant ces 3 jours. Bonjour Jean-Paul, bonjour Casimir. Certainement, si possible, avoir un coup de gueule. Qui me fait sourire ce matin, vraiment, c'est... Pour fête nat. Pour fête nat. Gancha Fête nat. Donc là, maintenant, je vais tout simplement avoir un coup de gueule. Je suis un peu surpris, Jean-Paul Chouniat. Vous vous souvenez très bien qu'il n'y a pas longtemps, on n'arrivait pas à accéder au stade Japoma, le joyeux Japoma, parce qu'il n'y avait presque pas de route. Toutes les routes étaient soit en chantier, soit complètement coupées. Vous savez, la pénétrante Est qui est encore en chantier. Et il y a Ndokoti et Japoma qui étaient presque foutus, vous vous souvenez. Après un moment, nous avons applaudi en se disant que le calvaire était terminé. Mais Jean-Paul, ce matin, je vous assure que le calvaire revient de plus belle. Ça veut dire que j'espère tout simplement que les 2 entreprises qui ont eu la portion passage à niveau et du côté de Niala Château. Non, si ce n'est pas encore réceptionné, il faut qu'ils repartent au travail parce que ça ne vaut pas la peine. Et celle qui a pris de passage à niveau jusqu'à Ndokoti. Moins d'1 kilomètre. Jusqu'à lycée Bilan de Niala, je vous assure que on va revenir d'ici la fin de la saison de pluie, d'ici octobre, on va revenir à l'ancienne route. Le calvaire va revenir à nouveau. Et le tronçon lycée Bilan de Niala jusqu'à Ndokoti, c'est les crevasses reviennent. Les nids de poules reviennent et ça veut dire que d'ici octobre, on retrouvera les mêmes problèmes. Donc le nouveau maire de la ville a du pain sur la plage. J'ai failli vous poser la question, vous adressez votre coup de gueule à qui? Non, il faut dire que le grand problème de Douala reste le carrefour de Koti. Et vous savez que Ndokoti dessert effectivement le stade de Japoma. Toute la zone d'ailleurs. Donc tant qu'on n'a pas trouvé une solution définitive pour Ndokoti, Douala aura toujours des problèmes, Douala aura toujours mal à ses rues. C'est vrai qu'Idriss ne pose pas un problème de... Non, mais Ndokoti, je ne voulais pas ajouter Ndokoti, même l'État, vraiment... Merci, chers messieurs. Alors, notre premier sujet, Casimir Désiré Tagne, gestion de Covid-19, le silence étrange du gouvernement. Il y a eu cette sortie de Jean-Michel Nitieux et la presse a parlé
de cette sortie de l'honorable, a rendu compte de cette sortie de l'honorable Jean-Michel Nitche. Le lendemain, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fait une conférence de presse. Le sujet n'a pas été évoqué. Comment comprendre ce silence? Il faut tirer 2 coups de chapeau, hein, Jean-Paul. Le premier coup de chapeau est adressé à l'endroit du député Jean-Michel Nitche du SDF, même s'il a fait sur le tard, parce qu'il ne fallait pas attendre que la session parlementaire soit complètement achevée pour venir poser un problème d'aussi grande envergure. Mais quand même, il a quand même fait. Mais le deuxième coup de chapeau, c'est un confrère qui est ici, même sur ce plateau avec toi. Ça va vous surprendre. Il s'agit de Jean-Paul Chignat qui a fait ce papier, qui a fait le tour du monde et qui est d'ailleurs l'objet de la grande une du quotidien, la Nouvelle Expression, ce matin. Et Jean-Paul Chignat n'a fait que reprendre une partie de nos inquiétudes ici. Vous vous souvenez que nous avions posé la question au moment où le ministre secrétaire d'État avait fait un marché à une entreprise du coût de plus près de 330 millions, alors que dans la réalité, si on était allé en pharmacie, ce bon de commande ne pouvait pas excéder 90 millions de francs CFA. Vous voyez la marge, la perte sèche. De 270 millions de francs CFA que l'État du Cameroun a perdu. Et lorsqu'on va dans les détails, on voit qu'un masque qui coûte à peine 200 francs est facturé à 1000 francs. Les thermoflash habituellement qui coûtent moins de 30 000 sont facturés à 150 000 et ainsi de suite. Vous comprenez qu'au Cameroun, c'est chacun qui essaye de se mettre plein les poches. Je me demande bien pourquoi le ministre de la Communication n'a pas trouvé en cela un problème dans sa récente sortie. Et cela a permis aux députés du SDF de démontrer qu'il y a un véritable problème de gestion financière autour de cette manne qu'est les finances autour de la Covid-19. Donc, c'est cela le Cameroun. 180 milliards. Le Cameroun ne changera jamais. Chaque fois, le malheur des uns fera toujours le bonheur des autres. Idriss, ce silence du gouvernement. Oui, bon, mais le gouvernement est embarrassé, Jean-Paul Chignat. Quand le gouvernement est embarrassé, c'est logique qu'il choisisse le couloir qui peuvent lui permettre d'avoir des éléments d'argumentation. Vous n'allez pas demander au gouvernement de venir justifier ce qui est systémique. Est-ce que la conférence de presse, c'était pas pour faire diversion, ou bien alors pour distraire, pour qu'on ne s'intéresse pas à la question de fond? Bon, vous savez, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Nous sommes en communication. Et ici, vous savez qu'en communication, la prise de parole, que ce soit du gouvernement ou bien d'une organisation ou d'un individu, elle est toujours liée à un objectif. Et maintenant, ça attire d'ailleurs les attentions. Et nous, ce n'est pas à nous de lui imposer un objectif. C'est lui qui se donne un objectif. Alors, si l'objectif était de noyauter l'information sur la gestion du Covid-19, ça, c'était un objectif. Maintenant, a-t-il été atteint? C'est à eux de faire les analyses et l'évaluation pour savoir si ça a été atteint. Si ça n'a pas été atteint, peut-être qu'ils sont en train de réfléchir dans les officines pour voir comment faire. Mais je voudrais seulement rappeler à Casimir que un honorable député n'a pas besoin d'attendre seulement la session parlementaire pour parler. Il est député de la nation, il doit prendre la parole à tout moment pour toute chose. Parce que ce n'est pas, on ne va pas le confiner sur 3 mois dans l'année. C'est-à-dire qu'attendre mars, juin et novembre ou décembre pour venir. Non, il doit à tout moment lorsqu'il parle ça, parce que c'est un représentant du peuple. Quand il constate que quelque chose ne marche pas, il doit pouvoir relever cela et surtout proposer des pistes. Maintenant, Jean-Paul Chignat, la gestion du Covid-19 ne peut pas être différente de la gestion des autres marchés publics. Parce que vous savez, nous sommes dans un système de marché public. Et le marché public, le gouvernement gagne à plusieurs niveaux. Le gouvernement gagne dans les impôts. Parce que quand vous voyez une facture pro forma qui va donner 300 millions, c'est bien beau quand on sort la mercuriale, qui est avec tous ces problèmes. Mais c'est parce qu'ils ont mis un système dans lequel, comme le système est essentiellement de corruption, le prestataire va payer la TVA, il va payer des taxes sur ce qui devait être comme la marge bénéficiaire. Si la marge bénéficiaire est de 100 francs, il peut se retrouver avec 40 francs, 45 francs qui restent dans les caisses de l'État comme l'imposition. Et ça, c'est d'un. De deux, maintenant, dans les 55 francs qui peuvent être le bénéfice, comme le Cameroun est dans un système de corruption généralisée, malgré la présence de la CONAC et malgré la Chambre des comptes, malgré tout ce que vous voyez, il y a les rétrocommissions. Alors, c'est pour cela que quand vous voyez Mercurial, quelque chose qui coûte 30 000 francs,
On met à 150 000, ils sont conscients qu'il y a 100 000 qui vont rester dans les circuits. C'est pour cela que ceux qui sont à ces endroits-là sont prêts à te tuer, Jean-Paul, pour avoir la fonction d'être chef de service de marché à tel ministère, à telle entreprise. C'est de ça, regardez comment ils roulent le carrosse. Ils vivent, donc ils ne peuvent qu'entêter, puisque la Mercurial, ce n'est pas le prestataire qui fait la Mercurial. Tout à fait. La Mercurial est faite par le gouvernement. Et dans ce mécanisme, approuvé. Dans ce mécanisme, comme ils savent que il faut que dans le circuit, chacun mange sa part. C'est-à-dire qu'il faut, nous sommes dans la République de la mangeoire. Il faut que chacun mange sa part. Ils vous mettent, vous voyez, 30 000, normalement le prix, 150 000. Ils savent que le prestataire même n'aura peut-être même 30 000 francs dans cette affaire. Ne voyez pas le gros. Et c'est souvent la source de beaucoup de chantiers qui sont abandonnés parce que le prestataire n'en peut plus avec tous les impôts. Est-ce que vous êtes conscient, Jean-Paul, que même là où vous voyez qu'il y a la surfacturation telle que les gens dénoncent, souvent même le prestataire n'arrive même pas à avoir le bénéfice. Parce que ceux-là sont conscients. Je vous assure que un stylo habillé facturé à 1000 francs CFA. Le système ne doit que changer. Parce que tant que le système ne change pas, vous voyez, parce que les gens veulent confisquer, peut-être parler de la décentralisation telle que la presse. Pourquoi ils ne veulent pas que ça change? Je voudrais confirmer les informations que Idriss vient de nous donner là. Parce que moi, j'ai fait un peu dans les marchés publics, j'ai fait dans les travaux publics, vous ne le saviez peut-être pas. En tant que chef d'entreprise, vous avez créé des entreprises, ça n'allait pas. Parce que justement, lorsque vous avez vu, regardez comment ça s'est passé avec les marchés de la canne, où un camion de sable qui est habituellement facturé à 30 000 est facturé à 700 000 francs. Un sac de ciment qui coûte 4 000 francs, 3 700 est facturé à 16 500. Justement parce qu'il faut laisser un peu de à chaque signature correspond un montant à laisser. Moi, ça m'a dépassé et j'étais obligé d'abandonner ce secteur-là parce que dans tout ça, il faut préfinancer. Je me demande même où sont passées les missions de contrôle. Je viens de vivre un phénomène même ce matin. On a livré avant-hier la route qui va de Socavert à Dorbon. Avant-hier. Mais je suis passé là-dessus ce matin, il y a déjà des trous sur le goudron qui a été livré hier. Et je me demande bien comment cela va être réceptionné. Mais vous allez voir que le prestataire va donner quelques enveloppes de gauche à droite et la route qui est en piteux état va être réceptionnée purement et simplement. Finalement, un ouvrage au rabais. Alors, Idriss, vous évoquez tout à l'heure la question, on peut faire le lien avec la décentralisation, où il y a déjà ce conflit de compétences entre le ministre des Finances et le ministre de la décentralisation et du développement local. Et chaque jour dans les discours, on entend bien transfert de compétences, transfert de ressources. Est-ce qu'avec un pareil système, la décentralisation peut-elle se mettre en place? Ou dans les mentalités, on veut véritablement, on centralise tout. Dans la réalité, mais dans les vues de l'esprit, on décentralise. Jean-Paul Chouniat, je vous dis, nous sommes face à une situation. Il y a un monsieur, paix à son âme, il est mort. Il me disait, mon fils, un ancien maire, il me disait, ce pays a besoin de nationalistes. Et pas de nationalistes à travers les lèvres, à travers les mots, à travers les discours. Des gens qui sont prêts à ne faire que leur job selon les textes et les règlements, les lois et les textes du pays. Il n'y en a pas, Jean-Paul Chouniat. Ils sont d'ailleurs combattus quand quelqu'un veut... Les gens créent, tel que dans le Mutation ce matin, Luison et Somba le dit, ces juristes nous le dit. Il dit que les lois se juxtaposent, se superposent, c'est fait à bon escient. Et justement, le code de la décentralisation, il dit que dans ce code de la décentralisation, il n'est pas prévu de texte d'application. Ce n'est pas prévu. Et aujourd'hui, quand un ministre se lève et dit bon non, ça ne se fait pas parce qu'il n'y a pas de décret, il faut le décret d'application. Vous voyez que nous sommes dans un cafouillage qui veut faire entretenir un système. Alors, comme il y a la pression du nord-ouest et du sud-ouest, il y a eu le grand dialogue national, mot d'ordre dans la prise de parole publique de tous les ministres. Oui, la décentralisation, oui, ça elle va se passer, nous avons fait ceci, le chef de l'État donne attention, tout le monde vous fait les beaux discours, c'est formidable. Maintenant, malheureusement, nous sommes dans la réalité des faits et il y a certains maires qui lisent les textes et qui veulent faire. Comme le cas du maire de Zombe Kodja. Nous sommes dans un système où chacun trouve son compte. Je vous ai dit, quand les préfets regardent, que dans cette affaire-ci, on va être même... Mais ce qu'on avait, on nous donne le carburant pour aller assister à la session, 100 000, 200 000, on nous donnait ceci. Et regardez, mais c'est plus grave. Parce que maintenant, il y a le ministre de la décentralisation qui a un délégué départemental,
qui doit aussi être à la session. Il vous dit qu'il faut les accompagner sur le maire, il faut les frais d'accompagnement pour la saison, pour que je vienne. Il faut que vous me donniez le carburant, il faut que vous donniez pour le préfet et tout ça suite. Il faut que, entre-temps, Jean-Paul Chougna, les conseillers municipaux, comme les caisses sont vides, et ils n'auront pas les frais de session. 2. Les employés ont 4 mois d'arrivée de salaire. Comme ça, en ce moment. Le préfet s'en fout. Le préfet ne vous gêne pas. Il vous dit pour que je vienne. D'abord, votre thèse là, pour vos passations de secteur, pour que ça passe, il faut que... Mais c'est quelle république? C'est quelle république, Jean-Paul Chougna, où nous sommes emprisonnés, embrigadés par des gens parce qu'ils ont des fonctions. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à tout faire pour rester à ces fonctions parce qu'ils ont des prépares, ils arnaquent. Non. Franchement, Jean-Paul, la décentralisation ne reste que les mots. Un beau mot. Un beau mot. Très beau mot. Casimir Désiritagne, est-ce qu'il n'était pas possible qu'au moment où on élabore ces textes de loi, qu'on les accompagne, qu'on prépare directement un texte d'application pour que qu'on ne se retrouve pas à adopter une loi, on attend 10-15 ans pour que le texte d'application soit, le décret d'application soit signé. Est-ce que ce n'est pas finalement de ça que le maire de Njombe Peña redoute et qui va directement au charbon avec le préfet? Moi, je ne pense pas. Parce qu'on n'a pas eu besoin de texte d'application pour passer au maire en lieu et place des délégués. Puisque c'est la raison qui est brandie. C'est une très fausse raison. Et là, je crois que le maire de Njombe Peña a posé le réel problème de la décentralisation. Il faudrait que les autres maires suivent tout simplement l'exemple du maire de Njombe Peña. Il le démontre. Il démontre que si pouvait rentrer dans ses recettes, la commune de Njombe Peña se retrouverait au moins avec 89 milliards de francs CFA. Quelle commune ne peut pas faire quoi avec 89 milliards de francs CFA? Ce qui permettrait de résoudre les problèmes de population, développer, résoudre les problèmes de payer population, le personnel de la mairie, payer le personnel, faire des addictions d'eau potable, construire des écoles, des centres de santé développés et autres, sans avoir à attendre quoi que ce soit. Et à ce moment même, le pourcentage attendu du budget de l'État ne servirait presque plus à rien. Ce serait plutôt une simple plus-value. Encore quel est ce pourcentage-là au Grand Dialogue National? Je vous le répète toujours, moi, Casimir Tagné, j'étais au Grand Dialogue National. Les mandataires de cette sous-commission de la décentralisation avaient posé le problème pour 25%. Finalement, 15% ont été adoptés. Mais au jour d'aujourd'hui, on vous dit qu'on ne peut pas donner les 15%. On ne peut donner que 1%. Que représente 1% par rapport à 15%? Moi, je crois qu'il faudrait donc tout simplement que les maires s'approprient cette loi sur la décentralisation et essayent de suivre l'exemple du maire de Njombe Peña. Parce que la majorité des communes camerounaises ont des richesses énormes. Les maires sont-ils capables? Regardez, je reviens un peu, pourquoi pas? Chaque maire ne veut que le bien de ses populations. Vous posez... Si vous lisez la presse ce matin, vous allez découvrir, il y a je ne sais pas, dans la nouvelle expression, un député RDPC qui accuse l'opposition de faire le populisme. Tout à fait. C'est-à-dire que l'opposition qui pose des problèmes réels. Vous voyez un élu du peuple qui doit défendre le peuple, mais il accuse les autres députés de faire dans le populisme. Et c'est ça les vous voyez, donc, pour vous dire alors que les maires RDPC, lorsqu'on dira au niveau du comité central une instruction que motus bouche cousue, discipline du parti, ne comptez pas sur les maires du RDPC. Je vous assure. Comme à l'Assemblée nationale. Et raison pour laquelle, lorsque vous verrez dans les départements où vous allez voir que les préfets encouragent et les maires du RDPC sont les maires du système. Non, ils jouent ces jeux avec les autorités. Mais ça ne devrait pas se passer. Les encouragent et les maires de l'opposition, les autorités les font du chantage. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais lorsque le maire de Douala deuxième, Maître Denis Fampou, défendait le décret du Premier ministre octroyant les marchés de proximité aux communes, elle n'était pas non moins maire du RDPC. Malheureusement, il n'a pas été suivi. C'est pour ça que je dis, malheureusement, il n'a pas été suivi. Et ce décret est tombé en désuétude. On a carrément oublié ce décret. Comme ça risque d'être le cas avec cette loi sur la décentralisation. C'est pour ça que j'exhorte les maires, qu'ils soient du RDPC ou de l'opposition. Un maire, c'est un maire du peuple. Il ne devrait faire que pour son peuple. Donc il faut suivre l'exemple de ce maire de Njombe Peña. Quand bien même
Il est un maire de l'opposition. Il est un maire de l'opposition, un ancien maire RDPC. C'est d'ailleurs ce qui lui avait valu d'ailleurs les foudres du gouvernement en son temps, parce qu'il défendait, il voulait voir clair dans la gestion. En 2008. Oui, en 2008. En 2008, il a posé le problème des taxes que les bananeraies de Djombe devraient lui reverser. Et on lui a finalement collé un procès. Il a fait 9 ans pour rien en prison. Il vient encore de faire 1 an pour rien. Dans tous les cas, en tout cas, il est maire. Il est revenu et les populations comprennent qu'il est. Donc, chaque fois qu'on pourra le mettre en prison, il reviendra, il sera maire. Toujours parce que les populations savent de quel bord il se trouve. Idriss, pour sortir de cette émission, la une du quotidien Le Messager, crise anglophone, avec qui faut-il dialoguer? Est-ce qu'aujourd'hui, depuis 4 ans, avec tous les efforts que le gouvernement fait, parfois de trouver des interlocuteurs, dont parfois on se dit que ce n'est pas les bons interlocuteurs, pour finalement arriver au rapprochement avec les séparatistes, avec qui faut-il finalement dialoguer? En fait, il y a 2 choix. Si on veut véritablement sortir de la crise, on considère tous les enfants. Vous savez, pour avoir des enfants à la maison, ils n'ont pas tous la même mentalité. Si on pose la question, est-ce que c'est mon sang? Est-ce que la raison pour laquelle allez-vous les jeter? Non. Vous devez justement essayer, et en tant que parent, la responsabilité, en tant que gestionnaire de ce pays, la responsabilité de mettre tout le monde. On ne doit pas discriminer tous ceux qui sont les acteurs. Ça, c'est un bord. Maintenant, deuxième bord, pour que je ne sois pas long, pour ceux-là qui ont toujours... Vous avez dit quelque chose tout à l'heure ici, que les gens qui profitent des malheurs des Camerounais pour pouvoir vivre et se faire du beurre là-dessus, ils vont créer leurs propres interlocuteurs et faire semblant à Mondovision qu'on fait le dialogue et après nous faire venir à la case de départ. Vraiment, c'est ce type, et ça a déjà montré ses limites. Et donc, bons interlocuteurs, c'est les vrais acteurs. Ceux qui soient emprisonnés ou pas, il faut les mettre sur la table de négociation et discuter avec eux. Casimir Désiré Tagna, un mot. Est-ce que finalement, quand on observe la gestion de cette crise anglophone, quand le chef de l'État prend une option, dit quelque chose, tous les ministres entonnent comme dans un orchestre. Quand le chef de l'État change, tous les ministres embarquent et chantent. Est-ce que finalement, ça ne montre pas quelque part que les gens refusent de réfléchir? Non, mais les ministres ne font que la politique implémentée par le président de la République. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Ils sont là pour ça, c'est pour cela qu'ils sont nommés, pour aider le président de la République à appliquer son programme. Et même s'ils font des propositions et que le chef de l'État propose autre chose, ils sont obligés de suivre le chef de l'État. Nous sommes dans une république. Certains avaient dit qu'on ne dialogue pas avec les séparatistes. Les autres même ont dit qu'ils sont la créature du président de la République. Donc c'est pour cela qu'ils font le suivisme. Mais c'est quand tout à fait, moi je crois que c'est contraire à ce qu'on attend d'eux. Il faudrait qu'ils fassent des propositions concrètes. Je crois que s'ils avaient fait des propositions concrètes, même lors du grand dialogue, en invitant les véritables personnes qu'il faut pour dialoguer là où il faut, je crois qu'on n'en serait pas là. Idriss, pour sortir, on parle de la coupe illégale du bois qui s'intensifie dans la région de l'extrême nord. Comment comprendre que après, il y a des projets qui ont été financés, opération Sahel vert, mais après aujourd'hui, les populations se retrouvent en train de couper. Est-ce que quelque part, la politique nationale en la matière n'a pas échoué? Oui, en fait, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable devrait s'interroger, se questionner sur ces faits. Parce que vous savez, Jean-Paul, lorsque vous avez des bailleurs de fonds qui vous aident, par exemple à l'extrême nord, qui ont aidé à pouvoir faire de telle sorte que cette affaire de la lutte contre l'avancée du désert, on a planté des arbres et tout le reste. L'objectif n'était pas que ces arbres, lorsqu'ils poussent, qu'on vienne les couper le lendemain. Ça veut dire qu'on retombe sur les mêmes problèmes. Alors, mais pourquoi les populations se retrouvent à couper les arbres? Parce que quand on vous aide pendant 10 ans, 15 ans à pouvoir adopter une attitude d'éco-citoyen, et qu'on n'a pas poussé les populations avec l'appui et la facilité de l'État à adopter cela comme un réflexe et qu'eux-mêmes soient les premiers gardiens de cet environnement, on revient à la case on va revenir à la case de départ. Et c'est de ça qu'il est question. Et c'est la problématique des différents projets chez nous, où on ne voit que dans le projet les moyens, on ne voit pas dans le projet la finalité, le développement durable. Pour sortir, Casimir Désiré, sur cette question. Oui, il faut savoir que la coupe illicite du bois est punie par la loi. Que ce soit les bois de grume ou bien les bois de chauffe, il y a des lois qui encadrent. Mais on crie ça tous les jours, on va les sortir. Il y a des lois, par exemple la loi numéro 94-01 du 20 janvier 1994 portant le régime des forêts, de la faune et de la pêche, qui donne des sanctions
à cette coupe de bois. Même les feux de brousse sont punissables parce que là, vous entamez. Est-ce qu'on applique alors la loi malheureusement, au Cameroun, les lois n'engagent que ceux qui. Les textes se posent, se superposent et se juxtaposent. Le Cameroun a toujours les meilleurs textes de loi, mais jamais sur le terrain, rien n'est appliqué. Bon, un chanteur avait dit que les lois étaient des loisirs. Le Cameroun, on va retenir. Hein, les lois sont des loisirs, vous voulez dire comme papillon. On sort sur ce mot, de cette phrase célèbre de le docteur Luison et Soba. Au Cameroun, les textes se posent, se superposent et se juxtaposent. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain pour la avant-dernière de la semaine.